Bonjour, c'est Guy et je suis là pour vous parler de ma série préférée. Bon, Bon, ça. ça. Donc Carlos, merci d'être venu donc, pour cette vidéo de pré-bilan sur la saison 3 de Twin Peaks. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet pour savoir qu'est-ce qui t'a plu toi dans cette saison 3. Ce qui m'a plu, c'est l'inattendu. Ce qui m'a plu dans cette saison 3, c'est l'aspect inattendu de la série. Ouais, alors moi aussi, vraiment ce qui m'a vraiment plu, c'est que la série est complètement différente donc, des deux premières saisons. Comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos par exemple, moi ça m'aurait vraiment déçu qu'on ait quelque chose qui se rapproche de ce qui a été fait dans les deux premières saisons. Et donc là c'est clair qu'on est complètement dans un truc atypique où David Lynch casse complètement les codes, il laisse tomber complètement tout ce qui est storytelling classique pour aller vers quelque chose de plus expérimental et donc pousser le média encore plus loin. Revenir sur l'expérience Twin Peaks de cette saison 3, c'est donc le sujet de cette vidéo, de faire un pré-bilan. Donc ce que je te propose, c'est de nous raconter comment on est arrivé à connaître Twin Peaks, comment on arrive à connaître l'œuvre, qu'est-ce qu'on en a tiré, qu'est-ce qui nous plaît dans cette saison 3. Ensuite, de parler des personnages, les anciens, les nouveaux, ceux qui nous manquent aussi. Et puis de finir sur le final, qu'est-ce qu'on attend exactement du final de cette saison 3, pour ensuite digresser sur les théories et sur les explications qu'on pourrait donner à nos téléspectateurs. Alors, par exemple, toi, tu as découvert la série comment exactement ? Je l'ai découvert sur la 5e chaîne. Alors à l'époque, il y avait un teaser. Je ne connaissais pas David Lynch. Et je ne sais pas pourquoi, le teaser, la nouveauté, j'en avais déjà ras-le-bol de regarder Magnum à la télé. Il y avait déjà plusieurs séries qui me semblaient redondantes. Et je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui me plaisait dans le traitement de l'image, peut-être simplement. Puisque à ce moment-là, c'était inédit comme traitement d'image, sans que je m'explique vraiment pourquoi. Et donc, toi, tu regardais ça en famille ou tout seul ? Alors, j'avais prévenu ma famille et je me suis retrouvé tout seul dans le salon à partir du moment où Sarah Palmer hurle au téléphone. Ah. Dans l'épisode pilote. C'est-à-dire que très rapidement, le salon est devenu mon domaine, chasse réservée, où j'étais tout seul. Ouais. Moi, par exemple, j'ai découvert la série beaucoup plus tard. Je ne l'ai pas découvert pour la première diffusion sur la 5. Je l'ai découvert en 1997, je crois, sur Série Club, qui faisait une super programmation à l'époque. Ils faisaient la nuit des pilotes, ils faisaient plein de trucs vraiment exceptionnels. Il y avait une programmation qui était vraiment très très léchée parce qu'il y avait aussi bien des vieilles séries que des nouveautés, des trucs vraiment exclusifs. Et je me souviens qu'il y avait le pilote qui était passé, puis le premier épisode. J'ai été carrément scotché tout de suite, quoi. Comme beaucoup de personnes, la première demi-heure, on voit tout un groupe de personnes en train de pleurer une disparue. Forcément, on se dit mais putain, mais où est-ce qu'on va ? Mais passé le premier épisode, on est à fond dedans. Il faut tout de même remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, aucune série ne traitait réellement le vécu de la perte d'une personne. Ça, c'est vrai. C'était complètement standardisé. C'est pour ça que j'ai parlé de Magnum, par exemple. Mais toutes les séries passaient... Et encore maintenant, il y en a beaucoup qui le font. Oui, d'ailleurs, des séries comme Les Experts ou compagnie qui le font, qui ont une sorte de modus operandi de base. Et voilà, et hop, on expédie ça. Comme Law & Order, où il est le pré-générique, on découvre le cadavre, on fait une blague dessus, hop, générique. Voilà, une seule façon de procéder. Or, à l'époque, justement, ce passage où Sarah Palmer se met à hurler au téléphone, justement, les gens, ça les choquait parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir ça à la télé, mais c'était inédit. Jamais cette douleur ne s'exprimait, alors qu'elle est tout à fait logique dans la réalité. Ah, carrément, mais moi, je sais qu'à chaque fois que je regarde le pilote à nouveau, la scène où tu as le shérif Truman qui annonce à Leland que Laura est morte, ça me fait quelque chose, quoi. Ah oui, non mais parce qu'en plus c'est vraiment fait dans des conditions réalistes. La police va pas mettre 20 ans pour annoncer à la personne
que son enfant est présumé décédé, quoi. C'est surtout, c'est ça en fait qui est marrant quelque part, c'est que qui rend la chose atypique, c'est que finalement les événements, les personnages sont réalistes, sont crédibles dans leurs réactions, dans leur comportement, et c'est ça qui donne cette originalité, alors que normalement, logiquement, ça devrait pas l'être, parce que comme tu le disais tout à l'heure, les fictions sont rentrées dans un ronronnement qui fait qu'on a l'habitude de voir ça, et donc on se dit c'est ça qui est normal de voir dans une fiction, or que non, si on se cale sur la réalité, on voit bien que c'est quelque chose de différent. Idem pour le traitement de la violence. Dans les autres séries, il y avait une sorte de façon de procéder qui était toujours la même, et là, elle est stylisée, mais elle est stylisée pour appuyer sur ce qu'elle a de malsain. La scène du meurtre de Maddie, ouais, elle est horrible. Ouais. Elle est assez atroce à vivre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas vu la violence exprimée de la sorte dans une autre série, avant Twin Peaks en tout cas. Et d'ailleurs, moi ce que je dis souvent en parlant de Twin Peaks, c'est que pour moi la scène justement de la mort de Maddie, qui est aussi la révélation de qui est Bob, c'est une des scènes les plus horribles et les plus violentes de toute l'histoire de la télévision. Encore aujourd'hui, malgré toutes les hémoglobines, tous les morts qu'on a pu voir dans plein de fictions, celle-ci, pour moi, elle me marque vraiment. Oui, parce qu'il y a le détachement total du meurtrier, qui se trouve être son oncle, et il y a l'empathie par rapport à la victime, dont tous les repères sont faussés au moment où ça se produit. Donc on va revenir sur la saison 3. Donc toi, par exemple, par rapport aux 2 premières saisons, quelles sont les nouveautés qui t'ont vraiment plu, qui t'ont vraiment accroché ? Les 2 premières saisons n'ont que superficiellement abordé la cosmogonie de l'univers de Twin Peaks. Et là, dès le début, on se retrouve en plein centre de cette cosmogonie et elle est développée. Alors, on n'y comprend rien, peut-être. Au début, en tout cas. Mais en tout cas, elle est là, elle est présente, elle a sa propre logique et on en voit beaucoup plus que ce qu'on avait vu dans les 2 premières saisons où elle apparaissait à travers des rêves ou le final à la Black Lodge. Donc du coup, pour moi, la saison 3, c'est vraiment un prolongement direct et logique de ce final, ce qui fait que le cliffhanger de la saison 2 a une importance, je veux dire, des retombées qui sont telles que toute la saison 3 en est impactée. Exactement. Toi, est-ce que tu attendais beaucoup cette saison 3, par exemple ? Alors, quand j'ai su qu'il y aurait une saison 3, personnellement, je ne me suis attendu à rien. À rien du tout. Ouais. À rien du tout. Non mais ouais. Pourquoi ? Je me suis dit, j'ai suivi la cinématographie de Lynch jusqu'à Inland Empire, donc j'ai même vu au cinéma Une histoire vraie. Même moi aussi, pareil. J'ai beaucoup souffert d'ailleurs. Et t'es dur. Sur Une histoire vraie. T'es dur. C'est vrai qu'il est spécial ce film, mais il est pas si mal, quoi. Il est pas non. Mais je comprends. Et je savais que je ne devais m'attendre à rien de la part de Lynch. Il aurait sa propre logique, comme dans ses films précédents, et que ma propre compréhension serait beaucoup plus différente, moins homogène de celle des autres spectateurs. C'est-à-dire que la saison 1 et la saison 2 de Twin Peaks, il y a quelques variantes, mais on est plus ou moins d'accord, les téléspectateurs sont plus ou moins d'accord sur leur interprétation. Or, sur les films qui ont suivi, pas du tout. Mais il y a plusieurs possibilités. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Et j'étais persuadé que la saison 3 nous mènerait tout à fait vers ça, et d'ailleurs, c'est le cas. C'est ce qui s'est passé. Pour moi, c'est clair que je m'attendais à ce que la saison 3 de Twin Peaks ressemble beaucoup à ce qu'a été Mulholland Drive. Et finalement, c'est exactement ça qui s'est passé. Et moi, je trouve que c'est plaisant, quoi, parce que... Alors c'est vrai, je comprends les gens qui sont fans de la première heure et qui sont déroutés par ça, parce que forcément, ça leur parle moins, ça demande beaucoup plus d'investissement. C'est très chronophage, parce que pour bien comprendre la saison 3, il faut avoir les 2 premières saisons et le film en tête. En plus, les livres aussi, ça peut aider. Et donc, du coup, forcément, c'est vraiment un investissement qui est total, quoi. Et c'est-à-dire, la série, il faut la regarder à fond. Et c'est vrai que beaucoup de téléspectateurs ne sont pas prêts à faire cet effort, à ne pas être pris du tout par la main. Et au contraire, parce que David Lynch, il te prend par la main, mais il te jette dans la forêt, quoi. Et sans lumière, sans lampe de poche. Et après, tu te débrouilles. Donc c'est vrai que des gens comme nous qui adorons assembler des puzzles, réfléchir, élaborer des théories, ça nous parle, ça nous plaît. Malheureusement, c'est pas la majorité des personnes. La preuve, c'est que les audiences sont catastrophiques aussi bien aux États-Unis qu'en France. Donc, mais en tout cas, moi, je suis ravi de cette saison 3 et je suis persuadé qu'elle va durer dans le temps et que dans 25 ans, on en parlera encore. Lynch, à travers la saison 3 de Twin Peaks, a utilisé tout son catalogue d'expressions. Oui. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté au mode d'expression comme dans chaque film où il se limitait. Là, il a utilisé tout ce qu'il avait fait. Tout ce qu'il savait faire. C'est une œuvre somme. Voilà. C'est son héritage, quoi. Voilà. Complètement. Il s'est dit qu'après, j'ai l'impression, j'interprète, qu'il s'est dit qu'après, il n'y aurait plus d'après.
et que c'était l'occasion ou jamais. De tout donner. Ouais, voilà. Je suis d'accord. On le ressent. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir ressenti comme ça, d'ailleurs. Et il y a une frustration, c'est que jusqu'ici, alors, à tort ou à raison, on a toujours considéré que Mark Frost était celui qui nous mettait les pieds sur terre. Et dans cette saison, bien qu'on ait des scènes réalistes, au-delà de l'absurde, des scènes réalistes très travaillées, on est quand même dans une logique complètement paranormale. Oui, c'est à tout vrai, point de vue. C'est vrai qu'on est à fond dans le fantastique. On laisse complètement de côté le soap opéra, même s'il y a quelques touches par-ci par-là. Le côté policier, c'est pareil, il est un peu minimaliste. Mais on est à fond dans le surnaturel, on est à fond dans le fantastique et dans la fantasy. Donc c'est vrai que moi ça me plaît beaucoup. Je m'attendais à ça, donc je suis pas du tout surpris, je suis pas du tout déçu par la tournure des événements. Mais c'est vrai que moi j'ai quand même un petit regret, c'est que on n'ait pas vu davantage encore. Pour être clair, j'adore la saison 3 comme elle est. Franchement, j'ai adoré chacun des épisodes. Mais c'est vrai que quand j'y repense après, je me dis j'aurais quand même voulu revoir un peu plus les personnages qu'on connaissait, revoir un peu plus Twin Peaks qui finalement n'occupe que 30% de la série, enfin de la saison jusqu'à maintenant. Oui. C'est un petit regret. Je veux dire, ça change rien à la qualité de la saison pour moi. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il aurait fallu 3 voire 4 épisodes de moins. Et que c'était jouable. Non. De faire une meilleure qualité de ces... Non, je pense pas, parce que justement les épisodes un peu ventre mou qui sont les épisodes 11, 12, 13, je pense qu'ils sont quand même nécessaires pour simplement donner des éléments supplémentaires. Et puis la série, elle peut pas être, comment dire, il faut que ce soit des montagnes russes, quoi. Il faut que ça monte, il faut que ça descende. On peut pas être tout le temps au taquet, sinon on n'a plus d'impact, quoi. L'épisode 7 également. Ah non, l'épisode 7 il est quand même vachement intéressant parce que t'as justement... C'est celui où Becky est présentée, n'est-ce pas? Je me suis trompé d'épisode. Je crois que Becky s'est présenté l'épisode précédent, le 6 il me semble. Parce que l'épisode de présentation de Becky, je le trouve très plat. Je trouve qu'il y a un manque d'événements. De même que je ne sais plus quel épisode qui est une succession de scènes de transition, mais qui n'est pas un épisode de transition. L'épisode 13, c'est l'épisode 13. Voilà, celui-là. Moi de toute façon, à partir du moment où rien que... Je veux dire, c'est vrai qu'il y a certains épisodes qui donnent la sensation d'être un enchaînement de scénettes sans vrai liant. Mais quelque part on est quand même complètement hypnotisé, quoi. On peut pas ne pas regarder, on ne peut pas ne pas trouver plein de qualités, que ce soit dans le jeu des acteurs, de la réalisation ou de l'écriture, qui font que même un épisode un peu moins bon que les autres, on accroche quand même, quoi. En tout cas, pour moi, alors ce que je trouve aussi vachement bien, c'est que la série elle est complètement anti-nostalgique. Elle part complètement sur un nouveau format, quoi. Moi, ce que j'ai aussi aimé, c'est que, justement, on parlait d'écriture, c'est qu'on est complètement pété. On ne retrouve pas le Twin Peaks d'il y a 25 ans. Il n'y a pas eu de tentative de refaire quelque chose qui a déjà été fait. Il y a vraiment cette volonté de faire quelque chose d'aujourd'hui et de prendre en compte tout ce qui s'est passé depuis 25 ans. Alors, je ne sais pas si c'est faire quelque chose d'aujourd'hui, mais en tout cas, faire quelque chose, à mon avis, qui est ce que simplement les scénaristes ont voulu exprimer par rapport, effectivement, comme tu dis, il s'est passé 25 ans, donc il y a eu 25 ans de fiction télévision qui ont existé. Lynch il ne fait pas, et Frost ils ne font pas comme si ça n'avait pas existé. Exactement. Et ils se l'approprient, mais malgré tout, ils ne suivent pas la voie, quoi. Non. Ils cherchent encore autre chose, ils essayent d'aller au-delà. Et ils prouvent en passant qu'ils sont capables de faire comme il y a 25 ans, puisqu'il y a quelques épisodes qui sont vraiment, il y a des morceaux, qui ont vraiment des dosages comme les épisodes phares d'il y a 25 ans. Avec une partie enquête policière, une partie surnaturelle, une partie d'absurde, une partie horrifique, et tout s'enchaînant. C'est vrai que par exemple, tu parlais des parties horrifiques, sans déconner, il y a des scènes, elles sont vraiment terrifiantes, quoi. Terrifiantes, oui. Mais vraiment, quoi. Oui. Je veux dire, moi c'est rare que, par exemple, un film ou une série me fasse flipper, mais là, ça a été le cas, quoi. Plusieurs fois. Et j'allais même dire, c'est pareil pour le rire. Moi, il y a des scènes, en une seconde, j'explose de rire, mais je m'y attendais pas du tout. Des trucs très bêtes, comme par exemple, le gamin qui crie avec les agents du FBI à Vegas. Ça m'a tué, quoi. Ça m'a tué. C'était surprenant, inattendu, absurde. Et puis c'était... Les enfants qui pleurent surtout un enfant qui pleure, qui crie, qui est par terre, qui est assis comme ça, qui fait comme ça. Alors ça, j'étais cassé, quoi. En fait, les gags ne sont pas des gags ultra originaux ou super élaborés, mais il y a une grammaire cinématographique qui fait que Lynch arrive toujours à nous amener là où il souhaite qu'on aille, quoi.
Quand il faut avoir peur, on a peur. Quand il faut rire, on rit. Quand il faut être ému, on est ému. Par exemple, le dernier épisode qu'on a vu, c'est avec la femme à la bûche qui meurt. Cette partie-là, sans déconner, moi j'ai versé ma larme. Oui, la dame à la bûche étant l'âme de Twin Peaks. Oui. Là, c'était l'âme de Twin carrément, Peaks. C'est vrai. Quand on parle de Twin Peaks, c'est vrai que c'est le personnage, un des premiers personnages auxquels on pense. Un des premiers personnages étranges d'ailleurs, oui. qu'on rencontre dans la réalité. Tout à fait. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas encore eu il n'y a pas encore la scène avec les pierres du Tibet, ni la scène du rêve. Et la dame à la bûche apparaît déjà. Je crois que sa première apparition, on la voit quand ils font la réunion à l'hôtel de ville pour présenter Cooper. Au reste elle éteint les lumières. Elle joue avec l'interrupteur. Voilà, elle joue avec l'interrupteur. Et elle colle son chewing-gum. Voilà, c'est ça. De toute façon, elle colle son chewing-gum partout. Oui, mais c'est là que ça. Dès le début. Non, mais c'est vrai que ce personnage-là, d'entrée de jeu, on l'a catalogué, quoi. Que je reste frustré aujourd'hui, alors que nous avons vu le 15e épisode, parce que nous n'avons toujours pas vu Annie. Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à Annie. Pour le moment, on n'a pas encore vu le 16e épisode. Comment va Annie ? Je pense que là-dessus, on n'aura aucune nouvelle, parce que l'actrice Heather Graham ne fait pas partie du casting. Et en plus, on sait très bien que c'est un personnage qui avait été imposé par le studio à l'époque, par les scénaristes. Ce n'est pas un problème pour Lynch et Frost. Mais je pense qu'ils voulaient balayer. Lorsqu'il manque un acteur, jusqu'ici, ils ont quand même tenu compte de toute la continuité mais là, qu'ils avaient mis en place. Je pense qu'ils n'avaient pas besoin d'en parler, parce qu'ils n'en avaient pas envie, tout simplement. Parce qu'ils en ont parlé dans le film. C'est vraiment dommage, parce que n'oublions pas que c'est ce qui motive Cooper à aller dans le monde noir. Tout à fait. Mais je pense que tu vois, Lynch, il en a parlé dans le film, et surtout dans les scènes coupées, et je pense qu'il s'arrêtera là, quoi. Je pense qu'il n'a pas d'intérêt à donner quelque chose d'en plus sur ce personnage, qui n'est qu'un prétexte. Pas sur le personnage, mais par exemple, on aborde ce qui s'est produit avec Audrey Horne. Pourquoi ne pas aborder ce qui s'est produit avec Annie ? C'est pas logique, dans le récit, il y a un vide. Voilà. Et le vide, le plus gros vide, se trouve là. Non, pour moi, le plus gros vide, c'est Chester Desmond, dont on a fait qu'évoquer le nom, comme Annie, par exemple. Chester Desmond qui disparaît au début du film, et puis finalement, on n'en sait pas plus, et si ça se trouve, on ne le verra pas plus non plus. Oui, mais Jeffries, qui apparaît dans le film, on n'en a pas parlé lors de la saison 1 et 2. Et Chester Desmond non plus. Là, on en parle. Oui, mais là, on en parle. Alors, Desmond... Annie, c'est pareil, on l'a évoquée au même titre que Chester Desmond, quoi. Elle a été évoquée, on lui a dit, voilà, elle a existé, il s'est passé ça. C'est Hawk qui en parle au shérif dans l'épisode 7, je crois. Mais c'est vrai que ça s'est arrêté là. Alors moi, mes personnages préférés donc, de la saison 3, y a Charlie, le mari de Audrey, que j'ai trouvé super drôle. L'acteur, il m'a fait vraiment mourir de rire. Sa façon de dire, d'absorber un peu la colère d'Audrey et de lui dire « Attends, on va en parler », j'ai trouvé ça fantastique, j'ai trouvé ça très très drôle, un peu dans l'esprit comique, un peu farfelu des premières saisons. Mais en même temps, on sent que ce personnage-là, avec Audrey, ce qui se passe avec Audrey, est sûrement important. Ensuite, les autres personnages, alors je vais dire un top 3. Donc en deuxième, ça sera les détectives Fusco, parce que ce trio de détectives de Las Vegas est vraiment à mourir de rire. Et un peu comme les agents du FBI de Las Vegas, mais eux, on les voit tellement peu que finalement on ne peut pas les compter comme des vrais personnages. Donc les 3 détectives Fusco, je trouve, ils sont fantastiques, ils sont vraiment très drôles. Et la première de mon top 3, c'est Janae A. Jones, donc la femme de Doogie, qui est jouée par une Naomi Watts vraiment géniale. Super drôle, attachante, vraiment ce personnage-là a plusieurs facettes qui sont vraiment très intéressantes et puis qui donne une vie de famille à Dale Cooper, ce qui est complètement inattendu. Je veux dire, personne ne s'attendait à voir un truc comme ça avant que la saison 3 ne commence. Donc là-dessus, je trouve que c'est très réussi, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, pour les 3 personnages anciens personnages de la série qui reviennent, il y a Nadine, que j'adore, même si on la voit pas assez d'ailleurs à mon goût, parce que Nadine c'est vraiment un personnage que j'ai toujours adoré, qui m'a toujours fait beaucoup rire. Ensuite il y a Hawk, qui donne un vrai sérieux, qui remplace quelque part un peu le shérif Truman, le shérif Harry Truman, et une bonne continuité avec les enquêtes policières des 2 premières saisons.
Et mon favori, vraiment, c'est Bobby Briggs, qui a toujours été un de mes personnages favoris et qui là a une évolution qui est à la fois cohérente, parfaite, bien écrite, émouvante par rapport à ses 2 premières saisons, et qui n'est pas forcément toute rose, puisque avec Shelley, tout ne s'est pas bien passé visiblement, même s'ils ont eu de nombreuses années ensemble où ça s'est bien passé justement. Donc voilà, à la fin on a eu des très très bons nouveaux personnages et des bons retours d'anciens. Maintenant je vais parler des 3 personnages moi qui me manquent. C'est Catherine Martel, qui était un personnage vraiment très intéressant et qui nous manque avec sa gouaille et puis son côté peau de vache. Qui d'autre me manque? Dick, celui qui faisait Tremen. Voilà, Dick Tremen, celui qui faisait le trio amoureux avec Lucy Andy, il m'avait fait beaucoup rire et je trouve que c'est un peu dommage de ne pas l'avoir vu. Et puis Annie, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'Annie elle manque malgré tout. Voilà. Et toi, c'est lesquels tes personnages préférés De cette nouvelle saison. Enfin, les 3 nouveaux personnages. 3 nouveaux personnages. Je dirais Est-ce que ça peut compter comme un personnage, le duo d'assassins? Oh oui. Le duo d'assassins qui est vraiment dans la veine Pulp Fiction, si tu vois ce que je veux dire. Ah, carrément. Hein, donc c'est des assassins professionnels, ils sillonnent les États-Unis et ils mangent des burgers et des frites et ils parlent de choses très banales finalement alors que c'est des assassins professionnels. Personnage, vu que Charlie a déjà été pris, je mettrais Matthew Lillard, c'est ça? Non, c'est William Hastings. C'est William Hastings qui joue. Qui est joué par Matthew Lillard. Voilà, c'est ça. Son personnage torturé, voyageur interdimensionnel, qui a tout oublié, mais je reparlerai de l'oubli, qui a tout oublié, est vraiment très bien interprété, avec beaucoup de réalisme. Et dès le début, on le sent à côté de la plaque, c'est vraiment très intéressant, avec cette façade qu'il a dans les premiers épisodes où il tente de donner le change. Vraiment une bonne surprise. Alors, tes 3 anciens personnages favoris? Sauf hormis Dale Cooper. Ouais, il est hors concours. Hormis Dale Cooper. Donc, hormis Dale Cooper, bien sûr. Alors, Albert, que j'ai trouvé très fort et qui est quand même un des fils conducteurs de cette série pour son côté, toujours ce paradoxe entre son côté humain et sa carapace de cynisme, qui sont toujours très intéressants. Comme second personnage qu'on a déjà vu, évidemment, il a déjà été cité par Monsieur Mathias, il s'agit bien sûr du personnage de Bobby Briggs, qu'on a appris à aimer lors des 2 premières saisons, et même si la vie n'a pas été tendre avec lui, il continue à être incroyablement dense, alors qu'il semble toujours être présenté dans un premier temps comme un personnage très superficiel. C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous avait déjà fait comme coup lors des 2 premières saisons, et là à nouveau on nous refait le coup sur la 3e saison. Au début de son apparition, on se dit voilà, il est passé, on le verra plus. Et non, en fait, non seulement il revient, mais il est approfondi à nouveau avec son lien notamment avec son père. On en est à 2 ? Oui. Ah, quand même, un personnage qui pose question, parce que c'est bien Jacobi, c'est bien Nadine, mais c'est Sarah Palmer, qui est vraiment un personnage vraiment très énigmatique, très intéressant, et on a hâte d'atteindre le final pour voir, en tout cas, de quoi il en retourne réellement. C'est vrai qu'après la fin de la série, la saison 2, on se doutait pas qu'elle pourrait avoir une telle importance. Exactement. Et ça remet en considération tout ce qu'on a vu la concernant depuis le début de la saison 3. Tout à fait. Et tes 3 personnages qui t'ont manqué? Qui m'ont manqué. De l'ancienne série. Alors, Windom Earl, mais pouvait-il réapparaître? Oui, finalement on peut tout faire. Windom Earl m'a manqué. Qui d'autre m'a manqué? Je pensais qu'on aurait un développement sur le neveu de Madame Drummond, qui est magicien. C'est pas qu'il m'a manqué, c'est que je m'attendais à ce qu'il apparaisse, finalement, en cours de route. Non. Donc sa présence m'a manqué. Et comme dernier personnage qui m'a manqué... Tiens, les hiboux ne sont pas ce qu'ils semblent être. Donc je n'ai pas de 3e personnage.
C'est tout pour la partie 1 de la vidéo du pré-bilan de la saison 3 de Twin Peaks. Je vous donne donc rendez-vous pour ce week-end pour la partie 2 où nous allons parler de nos attentes pour le final qui aura lieu donc lundi 4 septembre en France, où on va aussi parler des différentes théories et essayer de spéculer un peu sur ce que sera le final. Je vous donne aussi rendez-vous les lundis soirs à 23h30 en direct sur ma chaîne YouTube, juste après la diffusion des épisodes en France. Nous pourrons débriefer ensemble en direct l'épisode qui sera passé. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt.